Merci beaucoup. Merci encore aux connaisseurs scientifiques d'avoir sélectionné ce travail pour une présentation orale. Et je voulais juste préciser avant de commencer que entre le moment où on a soumis l'abstract et le moment où je vous présente ces résultats, on a refait un certain nombre d'analyses et les conclusions ne sont pas exactement les mêmes que celles de l'abstract, comme vous allez le voir. Donc, voici mes liens d'intérêt. Et donc, les données des grandes cohortes, comme celles qu'on a déjà citées dans les rhumatismes inflammatoires, ont toutes montré à la même chose, c'est que les spondyloarthrites, incluant le rhumatisme psoriasique, n'étaient pas associés à des formes plus sévères de Covid-19, en particulier pas plus de mortalité, pas plus d'hospitalisation, pas plus de complications post-Covid. Pourtant, quand on regarde par exemple une cohorte allemande de 104 patients avec des rhumatismes inflammatoires, sur les 6 décès qui ont été observés dans cette cohorte de patients avec une Covid, donc les 6 décès dus à la Covid, 33%, 2 sur 6, avaient un rhumatisme psoriasique. Donc en fait, la question se posait déjà de savoir s'il n'y avait pas un manque de puissance, tout simplement pour montrer en fait qu'il y avait peut-être un lien, puisque la majorité des cohortes de rhumatisme inflammatoire et Covid avaient la plupart du temps moins de 100 spondyloarthrites dans leur population. Il y avait aussi un intérêt certain à étudier les spondyloarthrites et la Covid à cause de certains traitements plus spécifiques, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce qu'il y avait eu des alertes à un moment, et en particulier la sulfasalazine. C'est pour ça qu'on était aussi intéressés. Donc c'est une étude ancillaire de la French RMD Covid-19 cohorte, et donc l'objectif était de caractériser et de décrire les facteurs de risque associés aux formes sévères de Covid-19 dans une large population de spondyloarthrites. Vous connaissez bien maintenant cette étude observationnelle. C'est une étude observationnelle nationale, multicentrique, qui a inclus, alors nous on a pris en compte tous les patients avec une spondyloarthrite inclus entre mars 2020 et avril 2021. Tous les patients étaient donc inclus par le médecin qui avait l'information rhumatisme inflammatoire plus Covid. Et l'intérêt en fait et la force de cette cohorte, c'est que 3 semaines plus tard, le médecin a été recontacté à la fois pour la confirmation du diagnostic et à la fois pour le suivi évolutif, les données sur le suivi évolutif de l'infection. Nous avons défini la sévérité de la Covid-19 en fonction des soins qu'on lui avait apportés. Légère si les soins étaient ambulatoires, modérée s'il fallait une hospitalisation et grave s'il fallait une hospitalisation en soins ou s'il y avait un décès. Et vous verrez pour les analyses, nous avons inclus modéré et grave dans les formes dites sévères. Pour les facteurs de risque associés à la sévérité, on a évidemment regardé les données démographiques, les comorbidités déjà connues comme étant associées à la sévérité de la Covid, les traitements, et dans la régression logistique, nous avons inclus logiquement toutes les variables identifiées par l'analyse univariée, mais nous avons aussi forcé la régression logistique en mettant systématiquement tous les traitements, quel que soit leur résultat en univarié. Nous avons ainsi identifié 626 patients avec une spondyloarthrite et une Covid-19. Vous voyez que la très grande majorité étaient des formes axiales. Les autres spondyloarthrites étaient des arthrites réactionnelles ou des SAPHO. La majorité étaient des femmes avec un âge moyen de 49 ans, un indice de masse corporelle à 27. Vous voyez aussi, et ça c'était étonnant, enfin en tout cas je ne m'attendais pas à ça, qu'au moins 56% avaient au moins une comorbidité. Et je vous ai mis les 3 comorbidités les plus fréquemment rencontrées, l'obésité, l'hypertension artérielle et le tabagisme. La Covid-19 a été confirmée majoritairement avec une PCR, mais on le voit aussi avec le scanner et la sérologie, et la clinique typique avec en particulier anosmie, agueusie, lui avait permis le reste du diagnostic. Donc le premier résultat, c'est que 81% des patients, donc la très grande majorité, avaient une évolution légère, donc en fait des soins ambulatoires de Covid-19, et on avait 25 formes graves, dont 6 décès dans l'ensemble de notre population. Si on compare maintenant les formes légères et les formes sévères, comme attendu, les formes sévères, les patients avec des formes sévères étaient plus âgés. Comme attendu, les patients avec des formes sévères avaient un IMC plus important. En revanche, pas de différence en termes de sexe et pas de différence en fonction du type de spondyloarthrite. Si on regarde les comorbidités, donc les patients avec au moins une comorbidité étaient plus fréquents dans les formes sévères que non sévères. J'ai mis dans ce tableau seulement celles qui étaient significativement différentes entre formes sévères et non sévères, les BPCO, maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, PID, même si on avait très peu, elles étaient toutes d'un côté, et insuffisance rénale.
Pour les traitements, alors là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au total, déjà, on avait peu quand même de patients, alors qu'on avait des spondyloarthrites qui étaient sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. 45 patients seulement étaient sous corticoïdes et 9 seulement avaient une dose supérieure à 10 mg par jour. Et hélas, on n'avait que 14 patients avec la sulfasalazine. Les biomédicaments étaient principalement des anti-TNF et on n'avait que quelques patients sous JAK inhibiteur. Vous voyez que la différence entre forme sévère et forme non sévère, en fait, il n'y avait que 2 traitements qui étaient impliqués. Beaucoup plus de patients avaient des corticoïdes dans les formes sévères que dans les formes non sévères. Et les anti-TNF, eux, étaient plus associés à des formes moins sévères que les autres traitements, qui étaient, eux, sans différence significative. Quand on fait la régression logistique avec l'analyse multivariée, les facteurs indépendamment associés à une Covid sévère, c'était la corticothérapie, qui était associée largement, quand bien même on n'avait pas beaucoup de patients et très peu de patients avec des doses supérieures à 10 mg par jour, l'âge, et les anti-TNF, eux, avaient un caractère protecteur. Donc j'ai fait un petit focus en dessous de ma diapositive sur les traitements qui étaient des traitements d'intérêt. Les anti-inflammatoires, comme vous le voyez, n'influençaient pas la sévérité ou n'étaient pas associés à des formes plus sévères. La sulfasalazine non plus, mais quand on voit l'intervalle de confiance, en fait, c'est vraiment le manque de puissance qui montre qu'on n'a pas grand-chose. Et contrairement à ce que j'avais mis dans l'abstract, en fait, les anti-IL-17 ne sont pas associés non plus à des formes moins sévères de Covid-19. Donc au total, la conclusion confirme que l'évolution de la Covid-19 est majoritairement bénigne dans la spondyloarthrite. On avait 81% de patients qui avaient des évolutions très peu sévères. Les facteurs de risque ne sont pas ceux qu'on retrouve globalement, mais en particulier, il y avait l'âge et la corticothérapie, et on note un caractère protecteur des anti-TNF. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la French RMD Covid-19 cohorte, et là j'ai cité ceux qui avaient inclus des patients avec des spondyloarthrites, l'ensemble des sociétés qui ont permis la mise en place de ce travail, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Tao. Donc c'est le premier travail qui est focalisé sur la spondylarthrite, et c'est important de préciser ces facteurs de sévérité. Jérôme. Merci beaucoup Tao. Les résultats sont très intéressants. Après moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet protecteur des anti-TNF. Parce que finalement, pour les corticoïdes, on voit que dans la première phase de la pathologie, ils sont délétères, puis ensuite ils deviennent protecteurs quand tu passes dans une phase hyper anti-inflammatoire. Les inhibiteurs de JAK dans la PR, ça a été montré plutôt délétère lorsque tu les avais, et 2 inhibiteurs de JAK ont une possibilité d'être utilisés dans la phase hyper-inflammatoire de la maladie. Finalement, les anti-TNF, eux, ont l'impression qu'ils sont safe tout le long de la phase. C'est-à-dire, ils sont associés déjà dans la French RMD, dans la cohorte totale, dans les cohortes européennes. Comment tu expliques, quelles sont ces hypothèses sur le côté protecteur des anti-TNF sur l'infection Covid? Alors, je n'ai pas d'hypothèse particulière sur ce caractère protecteur. La question est très intéressante et je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Par contre, j'ai commencé à regarder si on pouvait avoir des données, puisque là, on avait beaucoup de patients sous anti-TNF, s'il y avait un effet différent en fonction des molécules. Et tu as l'impression d'avoir ce côté protecteur plus avec les anticorps monoclonaux, et on ne l'observe pas avec le récepteur soluble. Donc il y a peut-être une piste de ce côté-là. Juste pour prolonger le commentaire, c'est intéressant aussi de noter que dans les cohortes de patients atteints de maladies inflammatoires intestinales, on retrouve exactement les mêmes données, c'est-à-dire un effet protecteur des anti-TNF sur les formes sévères. C'est quand même très important de rassurer nos patients, et ils sont très nombreux sous anti-TNF, surtout de ne pas les arrêter. Et on peut regretter un petit peu qu'il n'y ait eu aucune étude contrôlée des anti-TNF dans les formes sévères de Covid en population générale. Je voulais juste reposer la question, mais tu as déjà peut-être un petit peu répondu. Un patient donc qui nous téléphone, qui est positif au Covid, qui est sous anti-TNF, on prolonge, on maintient ou pas? Alors si c'est au moment de l'infection, la logique voudrait qu'au tout début de l'infection, il ne faudrait pas le laisser. Et donc si tu veux, là, c'est quand il t'appelle pour te dire « j'ai infection ». Si c'est juste la séropositivité parce qu'il a fait un test et qu'il n'est pas symptomatique, je ne suis même pas sûre que ça vaille la peine. Mais c'est sûr que s'il est symptomatique, il vaut mieux le suspendre, le traitement. Alors, pour reprendre ce que Xavier a dit juste avant, il y a eu en plus le gros papier dans le JAMA sur les IMID et le caractère protecteur des anti-TNF. Comme en fait c'était majoritairement des Mickey, ils avaient aussi que des anticorps. Donc en fait là, je pense qu'il y a peut-être un truc à gratter pour pouvoir comparer récepteurs solubles et anticorps. Chantal.
Est-ce que dans ta cohorte, tu as des notions ou des données précises sur l'état évolutivité et la gravité des SPA? Parce qu'on peut aussi se poser la question de savoir si les patients protecteurs, entre guillemets, sous anti-TNF ne sont pas des patients qui ont une maladie moins évolutive, donc qui sont moins à risque de formes sévères. C'est une très très bonne question. La French RM des cohortes ne permettait pas d'avoir ces informations. C'était une collection. On savait juste qu'ils avaient une spondylarthrite. On n'avait pas les données sur la sévérité de la maladie. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, question? Oui, merci Tao pour cette belle présentation. Un peu dans la même veine que les premières questions, est-ce que justement il y a eu la donnée recueillie de savoir si les patients ont suspendu leurs injections au moment où ils faisaient leur Covid? Enfin, je dis ça parce qu'effectivement aussi j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit qu'ils avaient fait le Covid sans m'appeler et qu'ils avaient gardé le traitement et que finalement tout s'était bien passé. Je suis toujours justement un petit peu gêné si on me pose la question dans le feu de l'action. Alors la réponse est oui, ça a été collecté, mais non, je n'ai pas regardé et je pense que c'est une super bonne question. Donc je vais aller regarder de plus près. Jacques Thévy, Oui. dernière question. Tao, je te félicite pour ton travail, ta collection. Je suis quand même un peu gêné par ta population. J'observe qu'il y a près de 55% de femmes sur des spondyloarthrites, qu'un bon paquet sont sous cortisone. Alors moi, il me semblait quand même que dans les spondyloarthrites, y compris le rhumatisme psoriasique, la cortisone n'est pas indiquée. Ma question n'est pas un mauvais coup, mais est-ce que tu as regardé population par population, par exemple les spondyloarthrites, le B27, B27-, les rhumatismes psoriasiques, par rapport à ta collection de données? Parce que c'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors, Réponse courte. on avait très très peu de malades sous corticoïdes. En fait, c'était un nombre absolu et pas un pourcentage. Donc on avait très peu de malades. J'avais pas les données de définition comme j'ai répondu tout à l'heure, donc je ne sais pas leur taux de B27 ou autre. En revanche, j'ai regardé axial versus périphérique, enfin pso et autres, pas de différence. Merci Tao. Et donc on passe à la dernière présentation de ce début de matinée.